Alors, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Monsieur René Mertens. Mertens, je prononce correctement, je vais faire attention, Oui, euh, parce que Monsieur Mertens est l'auteur d'un ouvrage, je dirais un ouvrage culte parce que les traducteurs aiment beaucoup votre ouvrage qui s'intitule Guide anglais-français de la traduction. Et on n'a pas beaucoup de contact avec vous. Et aujourd'hui, je trouve ça fort intéressant que vous ayez accepté de participer au balado pour qu'on vous connaisse un petit peu plus, puis qu'on connaisse aussi votre démarche de lexicographe parce qu'elle est particulièrement intéressante. Elle se démarque de la démarche en lexicographie utilisée par le petit Robert, le Larousse, le Trésor de la langue française informatisée. oui. Et on va démêler ça dans notre discussion. Et puis, Monsieur Mertens, j'aimerais ça que vous commenciez par vous connaître un petit peu plus, en savoir plus long sur votre parcours professionnel et tranquillement pas vite voir ce qui vous a amené à produire cet ouvrage si intéressant qui est le Guide anglais-français de la traduction. Alors, comment vous avez travaillé pour des organismes, vous nous avez dit des organismes, des grands organismes comme l'ONU? Oui, j'ai commencé à travailler pour le secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à New York. Et là-bas, nous avions quelques lexiques, et en particulier un gros lexique qui s'appelait Lexique général. Et ce lexique présentait tous les noms des comités de l'ONU, etc. Et alors, pour certains termes, il donnait quelques équivalents. C'était bien pratique. Et quand on utilisait ces équivalents, on était sûr d'utiliser la terminologie correcte à l'ONU. Mhm. Mais malheureusement, moi, je trouvais que ces indications relatives aux équivalents de certains mots étaient trop succincts et ce n'était pas assez systématique. Il y avait peut-être enfin, 200-300 mots difficiles comme approach, etc. Et quelques années plus tard, je travaillais à ce moment-là à la Commission européenne. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de faire un ouvrage semblable au lexique général de l'ONU, mais de manière plus complète, plus systématique. Voilà. Et c'est à ce moment-là, en 1983, alors certains auditeurs n'étaient même pas nés à cette époque-là, mais c'est en 83 que j'ai commencé à prendre des notes et je les mettais, ces notes, dans des cahiers. J'avais 9 cahiers et chaque cahier était consacré à une lettre initiale ou plusieurs lettres initiales. Et donc, Incroyable. alors, Excusez-moi de vous arrêter. Oui, est-ce oui, que vous faisiez ça en lien avec votre travail ou à l'extérieur du travail? Est-ce que c'était mais quelque chose? oui, mais les deux en Allez-y, fait, hein, allez-y. les deux. C'est-à-dire quand dans une traduction, je passais 3 minutes ou 5 minutes ou 10 minutes à trouver la traduction d'un mot, j'étais assez content si le mot si la traduction était exacte, je prenais des notes. C'était des notes que je prenais comme ça rapidement. Et le soir à la maison, je recopiais ça dans mes carnets Mhm. pour ne pas l'oublier. Et alors, je lisais beaucoup en anglais. Bon, comme je vous l'ai dit hier, Oui, je lisais en particulier les mémoires de Henry Kissinger. oui. Et ils sont très, très volumineux. Et il se fait que Kissinger a un style un peu ronron. C'est-à-dire, il n'essaye pas de faire du beau style. C'est un style assez mécanique, mais c'est parfait. C'est le genre de texte que nous, traducteurs, avions. Donc, c'était parfait. Mais est-ce C'était que parfait vous me permettez pour mon but. de vous arrêter parce que en anglais, de toute façon, l'anglais c'est très concret.
Est-ce Oui. que c'était dû à la personnalité de M. Kissinger ou à l'essence même de la langue anglaise? Cette, Euh, cette, euh, Moi, je pense que c'était Kissinger qui utilisait un style peu imaginatif, mais très oui, concret et précis. Il y avait rien à reprocher, sauf que il y a certaines autobiographies où l'auteur fait un effort de style et utilise des expressions qui sortent un peu de l'ordinaire. Et ça ne m'intéresse pas tellement parce que je ne vais pas donner des équivalents pour des expressions qu'on ne retrouvera peut-être jamais dans un texte. Tandis que les expressions utilisées par Kissinger, c'était hmm, ce genre d'expressions qui reviennent sans arrêt, approach, involve, etc. Tous ces mots que nous trouvons dans nos rapports, dans les rapports que les traducteurs doivent traduire. Et je fais allusion en fait à ce que moi j'appelle des textes, ce que M. de Lille appelle des textes pragmatiques. oui, C'est-à-dire que moi je parle plutôt effectivement. de traduction utilitaire, vous voyez. Oui, Et si au lieu de prendre les mémoires de Kissinger, j'avais pris un grand romancier américain, je n'aurais probablement pas trouvé ces expressions passe-partout qui reviennent toujours dans nos textes, à moins que ce soit un auteur. Alors, si on prend Philip Roth, un auteur que je n'aime pas tellement, mais enfin bon, il a du style et il n'utilise pas des expressions toutes faites comme Kissinger, vous voyez, comme dans les textes utilitaires que nous traduisons. Donc ça, c'était l'avantage. Et alors, je ne lisais pas que Kissinger, évidemment. J'ai été amené à lire plusieurs mémoires de collaborateurs de John Fitzgerald Kennedy, oui. Sorensen, etc. Et bon, d'abord, le sujet m'intéressait, et puis ça regorgeait d'expressions plus ou moins difficiles à traduire. Et donc, ce que j'essayais de faire, c'est de prendre note des termes et de trouver chaque fois des équivalents appropriés. C'était ça ma méthode. Alors, je sais que, par exemple, à Webster, par exemple, ils utilisent Oui, une méthode tout à fait différente. Ils repèrent des termes nouveaux, parce que les termes anciens sont déjà traduits, et pour chaque nouveau terme, ils font une fiche. Et cette fiche, oui, il y a un lexicographe qui fait une fiche, puis elle passe à quelqu'un qui contrôle la correction des équivalents donnés, des définitions. Bon, moi, je ne donne pas de définition, bien sûr. Et puis, il y a une troisième personne qui prend la décision finale, puis on range la fiche et on continue comme ça. Moi, je n'ai pas utilisé de fiche. incroyable. Moi, je ne sais pas comment vous avez fait ça. Et Parce c'est-à-dire, que se retrouver là-dedans, se au- retrouver dans tous mais oui, au lieu de faire des fiches, j'avais un peu l'équivalent de fiches. Si j'avais fait des fiches, n'est-ce pas, il m'aurait fallu un énorme meuble pour oui, ranger toutes ces oui, fiches. Alors, ce que j'ai fait, j'ai acheté 9 cahiers, et c'est des cahiers ordinaires en papier bon marché qui avaient peut-être 1000 pages par cahier, n'est-ce pas? Et alors, oui, je divisais chaque cahier en subdivisions. Par exemple, le premier cahier, c'était la lettre A, donc tous les termes commençant par la lettre A. Le deuxième cahier, c'était B. Le troisième cahier, c'était C. Le cahier suivant, c'était D et E. Et alors, à l'intérieur de chaque cahier, je subdivisais. Par exemple, pour la lettre D, c'était d'abord tous les mots qui commençaient par DA, puis plus loin DE, puis DO, DU, etc. Donc, j'essayais de calculer exactement la place que prendrait chaque portion du dictionnaire et j'insérais vous les aviez entrées. déjà en tête un dictionnaire quand vous avez entrepris cette démarche-là. Ah oui, parce que C'était pas. Oui, allez-y.
C'est-à-dire que tout au début, je vous ai parlé du lexique général, tout au début, j'avais pris ce lexique général et puis j'avais pris un crayon et j'avais ajouté des petites choses. Et puis, ça a débordé. Je me suis dit, je dois faire ça de manière plus Mhm. systématique. Et alors, j'ai eu cette idée de ne pas prendre des fiches, pour la raison que je vous ai donnée, et Mhm. de travailler dans des carnets. Bon, c'était des cahiers d'écoliers, vous voyez. Je vois Et donc, très j'en bien. Puis, avais, je me rappelle à l'époque, on vous parlait de 1983, hein, c'est ça? oui, oui, Alors, à ce moment-là, l'informatique était, en tout cas, l'informatique comme on la connaît, ça commençait à peine, là. Il n'y avait pas. oui, Donc, on jouait aux disquettes avec des 5 pouces et demi, 5 pouces et oui, quart, 3 pouces et demi. Donc, oui, c'était la meilleure façon à faire à l'époque, oui. effectivement. Mais au début des années 90, je suis passé à l'informatique, évidemment. C'était beaucoup plus Mhm. simple. Parce que, Beaucoup, bon, oui, c'est ça. avec les carnets, quand je devais insérer un mot, quand je voulais ajouter des équivalents à un mot donné, je devais retrouver l'endroit, etc. Avec l'informatique, ça allait tout de suite. On faisait une recherche de mots, plein texte, et on tombait tout de suite sur le mot en question. Donc, au début des années 90, je suis passé à l'informatique. Voilà. Et Mhm. maintenant, mon guide, il est sur un fichier Word de près de 1000 pages. C'est fantastique. Vous avez eu plusieurs éditions. Ah, Là, moi, on voit celle de 2020, là, qui est la dernière en liste, mais il y a eu plusieurs éditions de votre guide. oui, donc la première édition a paru en 99, je crois, mars ou avril 99, et nous sommes maintenant, je pense, à la 8e édition. Mhm. Et je prépare la Donc, 9e. merveilleux. Ah, Oui. c'est pour quand? Est-ce qu'on va Ah, avoir ça, un je ne sais scoop pas. avec vous aujourd'hui? Ben ça, je ne vais Non? pas le réveiller parce que si je dis que ça sort Non, le mois prochain, oui, je vous taquine. mais Mais on va enfin, surveiller, par exemple. On va surveiller. oui, ben c'est très bien. Mais tôt ou tard, il y en a un qui paraîtra, mais il faut voir le stock qui reste, parce Mhm. qu'évidemment, tant qu'il reste des exemplaires du dictionnaire actuel, qui s'appelle le guide Mhm. 2021, on ne va pas faire un nouveau guide, une nouvelle édition. On attend. Et une fois qu'on aura C'est tout normal. vendu, eh ben voilà, l'édition, la prochaine édition, elle n'est pas encore prête, mais elle est en voie d'aboutir. De toute façon, avec l'édition, moi, je travaille avec l'édition 2017, comme je vous disais hier quand on s'est parlé. L'édition 2021, ben, je pense on peut très bien se tirer d'affaire. Et Lise vous pose une question en format numérique. Est-ce que c'est déjà possible de se le procurer en format numérique? Ben, c'est-à-dire qu'il y a une édition Kindle, n'est-ce pas? Vous connaissez Mhm. Kindle, les De livres non, je ne électroniques. l'utilise pas. Oui, Ben, la c'est-à-dire, liseuse, là. moi, je suis un grand amateur de Kindle, pas seulement Mhm. pour mon dictionnaire, mais quand je vois qu'un livre m'intéresse, par exemple, j'ai acheté le dernier livre de Cormac McCarthy sur Kindle. Je l'ai payé, je crois, 8,90 € ou quelque chose comme ça, et je le lis sur une petite liseuse. Mais alors, l'avantage de Kindle, c'est que vous n'avez pas besoin de liseuse, n'est-ce pas? Il existe un logiciel Kindle, vous le téléchargez, c'est gratuit, et avec ce logiciel, Oh! vous pouvez, par exemple, acheter mon dictionnaire qui coûte 9,99 $ et vous pouvez faire des Oui, recherches plein texte et c'est instantané. Et ça permet de mon gagner Dieu. du temps. Je Alors, comprends. Alors, parce que ici, les gens, Lise est très contente, elle vous remercie. On utilise beaucoup les iPads, et puis d'autres types de tablettes. On est plus on travaille avec ces outils-là. Donc, ce que vous me dites, Kindle, je peux le télécharger sur iPad, vous dites puis iPad, après, pas iPad. Oh, euh, excusez-moi, iPad. eh bien, écoutez, je n'ai pas essayé parce que je n'ai pas de iPad.
Mais je pense que ça Ah, devrait être OK. possible. Mais moi, je pense que le traducteur, il veut avoir tous ces outils sur son ordinateur. Et Ben oui. je n'ai pas l'impression qu'un traducteur qui ferait une traduction et qui voudrait, par exemple, trouver des équivalents pour le mot mold, M-O-U-L-D, serait disposé à dire: «Ah, j'arrête, je prends mon iPad, j'allume mon iPad, je recherche». C'est beaucoup mieux de l'avoir sur son écran, n'est-ce pas? Et ça, c'est tout à fait Ah possible oui. avec Kindle. Et OK. alors, non Alors, seulement c'est plus oui. pratique, mais en plus, c'est assez bon marché. Ben, le logiciel est gratuit et le coût du livre est 3 fois, Ah, c'est presque raisonnable. 4 fois moins cher que la version euh, papier. Mais il y a des gens qui sont des inconditionnels du papier et, Oui. et on vend beaucoup plus d'exemplaires papier que d'exemplaires numériques. Ah, OK. Parce qu'il y a une bonne différence de prix, hein, entre les deux. Oui, mais il y a Entre... des gens, Oui, c'est ça. ils veulent, mais il y Mhm. en a qui ont les deux, n'est-ce pas? Alors, ce qu'ils font, c'est que quand ils sont à la maison, ils utilisent le guide en papier, mais qui pèse quand même 1 kilo. Alors, s'ils partent en mission, n'est-ce pas, transporter dans ses bagages Mm, mm. ne serait-ce qu'1 kilo et plus d'autres livres et des bagages, etc., alors ils prennent une liseuse avec le Kindle, l'édition Kindle du guide. Oui, je ne connais pas très bien, j'utilise pas beaucoup cette formule-là, mais j'ai remarqué qu'on peut jouer sur le fond d'écran, hein, c'est qui peut reproduire à peu près la même couleur que si c'était du papier, Oui, qu'on lisait un livre papier, hein, c'est ça? mais c'est-à-dire que Donc, c'est moins fatigant. euh, l'avantage du Kindle, en tout cas, moi, il y a Mhm, plusieurs tablettes, mais ce qu'il y a, c'est que quand vous regardez un ordinateur, c'est quand même assez fatigant, n'est-ce pas? Il y a cette lumière oui, qui oui. vient. Tandis que ma liseuse Kindle, moi j'ai la toute première, je l'ai achetée il y a 15 ans environ, Mhm, et c'est très agréable pour les yeux et ça n'éblouit pas, vous voyez. Alors, mhm. Kindle a produit des liseuses toutes sortes et peut-être rétroéclairées. Moi, je préfère lire sur un fond mat, vous voyez. Oui, Et très ça bien. ressemble très fort à la lecture d'un livre papier. Tandis que Et quand ça, je... est-ce que ça peut aller jusque quand, comme si vous disiez dans le jardin chez vous, au soleil, vous êtes capable de lire avec une liseuse Kindle? Est-ce que vous voyez ce que euh, je veux dire? oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais oui, parce qu'une fois que vous avez téléchargé le fichier, il est autonome. Mhm. Et vous pouvez aller Mm. changer de province et toujours utiliser votre Kindle. Mais je parle de la liseuse, hein. Mhm. Tandis que si vous C'est travaillez ça. à l'écran, là, vous êtes bloqué sur votre écran, bien entendu. Oui, d'ailleurs, ici, ben, c'est la lumière, ce qu'on appelle la lumière bleue. Personnellement, j'ai acheté des Oui, lunettes qui filtrent la lumière oui, bleue, mais oui, moi c'est pas aussi, moi parfait, aussi. là. Oui, Bon, oui. c'est ça, hein. Mais avec J'apprécie la un petit peu ça. liseuse Kindle, vous n'avez pas besoin de ces lunettes parce que moi, personnellement, Ah! ma vue est telle que je lis sans lunettes. Mm. Je parle de livres et de la liseuse Kindle. En revanche, pour l'ordinateur, je porte des lunettes et comme vous, des lunettes qui me protègent contre la lumière bleue. Ah, c'est fantastique. Ah, ben, merci pour ces conseils-là. C'était un petit détour vers pour la version numérique. Et puis, si on revenait à la façon dont votre ouvrage, pourquoi est-ce qu'on le trouve, nous, les traducteurs, si intéressant, c'est ce qui est remarquable, c'est que justement, vous donnez des équivalents et c'est très nuancé parce que vous parliez tout à l'heure d'approach, j'ose regarder, on a tendance mécaniquement à traduire par approche. Vous, Oui, le but, c'était de proposer toutes sortes d'équivalents, mais idiomatiques, on s'entend, pour adapter à différentes situations. C'est un peu l'esprit dans lequel vous avez oui, créé votre guide, là. oui. Alors,
Mais c'est-à-dire que je viens de charger le mot approach sur mon écran. Je l'ai Et aussi bon, sous les yeux dans la version. Oui. oui, donc j'ai la dernière version devant moi. Bon, Mhm. je remarque d'abord que j'ai veillé à structurer correctement chaque article. Et vous voyez qu'il y a 6 subdivisions. La première, c'est méthode, démarche, etc., etc. Mhm. Et le mot approche, je ne sais pas, oui, il y a approche aussi, hein, mais c'est un Mhm. peu automatique de traduire approach par approche. Ça peut être juste, hein, mais Oui. un approach, c'est avant tout une méthode ou une démarche, et bon, il y a d'autres équivalents. Et moi, personnellement, je n'utiliserai approche qu'en désespoir de cause, hein, quand il n'y a vraiment Mhm. rien d'autre. Parce Ouais, que, je les vois, les sites. Mhm. bon, c'est que je veux dire, j'utiliserai le mot approche lorsque je veux décrire la notion selon laquelle on envisage une question selon une approche particulière, c'est-à-dire une perspective particulière. Mais ce n'est pas le sens habituel du mot approach, qui est plutôt méthode ou démarche. Voilà. Mais bon, je ne rejette pas la traduction évidente d'approach, mais qu'il faut utiliser avec prudence, évidemment. Enfin, ce que je disais, c'est que Effectivement. j'ai divisé l'article en 6 subdivisions Mhm. correspondant chacune à des sens différents. Par exemple, Effectivement. le point 4, c'est démarche. Par exemple, si je Mhm. veux parler au président des États-Unis, il y a une façon d'approcher le président. On ne le fait pas. Donc, donc là, il s'agit plutôt d'une démarche. Bon, avec Et, évidemment, et vous proposez comme s'adresser à, parler à, donc oui, entrer en relation avec. Mhm. oui, ça c'est le verbe, hein. Moi, je parlais du substantif. Ah, vous êtes dans le substantif, d'accord. Oui, oui, mais évidemment, approach euh, comme verbe est intéressant également, mais est assez différent dans le sens, parce qu'il n'est plus vraiment question de méthode pour le verbe to approach. Et to approach, Non, effectivement. c'est plutôt aborder, envisager un problème, etc., concevoir, etc. Et évidemment, bon, je ne vais pas me relire, etc., mais un souci qui m'a habité, c'est de ne pas aligner des équivalents comme ça dans n'importe quel ordre et de manière désordonnée. Donc j'ai ordonné en diverses subdivisions. Et vous voyez que pour le verbe to approach, il y a 5 subdivisions. Si on parlait justement des subdivisions, ce qui est remarquable, à la différence d'ouvrages comme le Grand Robert ou le Trésor de la langue française informatisée, vous n'avez pas utilisé d'exemple ou très, très peu, parce que pour ne pas nuire à la lecture et que le traducteur ou la traductrice se retrouve plus facilement là-dedans. Oui, j'ai préféré utiliser des co-occurrents. Pour le verbe to approach, les 2 premiers co-occurrents que j'ai retenus, c'est problème et projet. Et en fait, ces co-occurrents remplacent des exemples, parce que j'aurais pu dire to approach a problem, aborder un problème. Mhm. Mais au lieu de faire ça, je dis simplement entre crochets, problème et le tour est joué. C'est la même chose. Sinon, Mhm. j'aurais pu mettre to approach a problem, aborder un problème, et to approach a project, envisager un projet, etc. Mais ça prendrait 2 fois ou 3 fois plus de place.
et on ne s'y retrouverait Justement, pas. je vous écoute parler, puis je comprends pourquoi est-ce qu'on l'aime tellement, parce que vous êtes un traducteur. Vous savez comment, puis c'est Oui, fait pour les traducteurs, comment ils travaillent. Là, je comprends pourquoi est-ce qu'on l'aime tant, oui. votre ouvrage. Mais Effectivement. cela dit, les exemples sont quand même utiles pour donner quand même un caractère concret aux explications que l'on donne. Oui, dans Parce certains que, cas, là, ça devient important, là. donc, il faut les deux. Il faut des cas occurrents et il faut des exemples concrets et traduits d'anglais en français. Donc, par Une exemple, autre chose, oui, oui, allez-y, je vous en excusez-moi. prie, non, je vous en Non, prie, non, non, allez-y. allez-y. Euh, C'était parce que non, je voulais vous amener ailleurs sur un autre terrain, mais allez-y, moi, je vais oui, peut-être parce trop que, vite, là. parce que comme cas occurrent, j'avais mis problème pour aborder, mais là, je donne un exemple. The best way to approach labor relations, la meilleure façon d'aborder les relations de travail. Donc, on sort un peu de la notion de problème, parce que les relations du travail, ce n'est pas un problème. Mhm, effectivement. Et alors, le deuxième exemple, c'est envisager, to approach risk. Donc, the book describes how insurance companies approach risk, la façon dont les compagnies d'assurance envisagent le risque. Donc là également, Mhm, c'est je n'ajoute rien parce que c'est déjà dans le texte avec les termes, les équivalents et les co-occurrents, mais je donne un exemple, c'est quand même utile. Voilà. mhm. Donc il faut les deux, il faut des co-occurrents et des exemples. Effectivement. Aussi, l'autre question, on en a parlé. Ah, il y a quelqu'un qui s'ajoute à nous. Je l'admets. Alors, une autre question, c'est que moi-même, je suis, comme je vous le disais hier, je suis terminologue. Oui. J'ai une formation en terminologie. J'ai travaillé pour l'Office de la langue française. J'ai fait quelques contrats. Ah oui. Je sais qu'à un moment donné, la terminologie et la lexicographie se côtoient de très, très proche. Et Oui. où avez-vous arrêté comment vous avez fait pour tracer la limite entre les deux, pas aller trop dans le domaine de l'informatique, par exemple, mais utiliser quand même, uti- euh, répertorier certains termes informatiques. Oui. Vous y êtes allé intuitivement? Ben, c'est-à-dire que en plus des termes pour lesquels je donne des équivalents, j'ai retenu des expressions lexicalisées. Par exemple, pour le substantif approach, je donne approach Mhm. road, route ou voie d'accès. Parce Oui. que bon, c'est en ça que je donne plus que de la lexicographie, je donne également de la terminologie. Évidemment, je n'ai pas envisagé toutes les expressions, mais par exemple, vous pouvez regarder le terme appropriation. Je donne Oui. 4 équivalents, et puis après, je reprends toute une série d'expressions, appropriation account, appropriation act, bill, appropriation of funds, etc. Et là, on est plutôt dans le domaine de la terminologie. C'est bon, Mhm. c'est un peu hybride, disons. Et là, j'ai Mhm. veillé donc au cours de mes lectures et de mes propres traductions, j'ai relevé des expressions qui m'ont paru utiles et fréquentes. Ah, d'accord. Encore Donc, toujours la fréquence. Mhm. oui, et alors, mais j'ai retenu certains domaines comme la comptabilité, le droit, le domaine budgétaire, l'informatique, etc. Et je me suis dit que ceux qui avaient besoin de mon ouvrage étaient des gens qui, en grande partie, pour une grande partie, travaillaient dans les entreprises. Et en fait, bon, c'est très bien de travailler dans le secteur public, mais vous m'entendez?
Oui, je vous Allô? entends. Il y a quelqu'un qui s'est ajouté à nous. Êtes-vous là? Je, Euh, moi, je suis là. OK. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'est ajouté, puis on entendait peut-être elle parlait à quelqu'un, là. Alors, moi, je suis toujours là. Oui. Donc, je me suis efforcé de retenir certains domaines et je Mhm. prends ici la toute première édition dans laquelle, Oui. en début de l'ouvrage, j'avais mis des abréviations de domaines. Je n'ai pas repris ça dans les ouvrages suivants, mais Et, ça m'a paru utile de le faire. Une liste d'abréviations, il y en a peut-être, je ne sais pas, 50, et il y a des appréciations. Bon, alors, les domaines sont agriculture, archéologie, assurance, astronomie, aviation, biologie, euh, commerce, comptabilité, militaire, météorologie, etc., etc. Donc, tous ces domaines sont des domaines qui ne sont pas très pointus nécessairement, mais c'est important de le dire. Et alors, j'ai indiqué des marques d'usage. mhm. Comme ça, par exemple, si je prends l'abréviation, attendez, là, je recherche l'abréviation ECON, qui est l'abréviation pour économie. Ouh là là, j'ai un petit problème là, un petit problème informatique. Alors, je recommence. Pas Econ, de souci, on est habitué dans les domaines des problèmes informatiques. oui. Bon, alors là, je prends le mot arme, A-R-M, donc le substantif arme. Et alors, j'ai dans ce- cette entrée at arm's length. Et ça peut Mhm. vouloir dire à l'écart, à distance. Ça peut vouloir dire de façon indépendante. Et dans le sens économique, ça veut dire aux conditions du marché. Et alors, j'ai indiqué donc sous la lettre C, petit c, Econ, pour indiquer, donc c'est une marque d'usage que j'ai introduite pour que le lecteur se rende compte que cette partie du texte se réfère à l'économie. Par exemple, Mhm. euh, les entreprises doivent, peuvent céder certaines activités à une filiale, mais elles doivent le faire aux conditions du marché. Sinon, on fausse la concurrence. Mhm. Par exemple, Donc, euh, une entreprise qui céderait une filiale canadienne à je ne sais quel autre pays, aux États-Unis par exemple, et qui ne vendrait pas, qui ne céderait pas cette filiale aux conditions du marché, elle va fausser la concurrence. mhm. Donc, l'opération, si vous vendez une filiale, si vous cédez une filiale, vous devez le faire aux conditions du marché, et en anglais, ça se dit at arm's length. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez, il Et y a de la terminologie, hein, mais absolument, je vois. ça reste quand même de la lexicographie. Donc, c'est un peu C'est ça. hybride. Oui, oui, c'est ça, effectivement. C'est vraiment intéressant. Et on pourrait aussi rajouter le problème des variations régionales du français. Le français, ce qui se dit au Québec ne s'utilise peut-être pas ailleurs dans la francophonie et vice-versa. J'ai Oui, vu que vous aviez utilisé Canada, par exemple. Je vois oui, ça pour les peuples autochtones. Euh, vous avez utilisé, en fait, vous utilisez le nom du pays pour indiquer que c'est une variante c'est régionale, ça. C'est une ça. variation régionale plutôt. Donc, j'ai oublié l'expression anglaise. Vous pouvez me la rappeler? Attendez un petit peu, je vais passer vite. C'est Aboriginal, je crois. Voilà, oui, Je me d'accord. rappelle. C'est dans les Oui, A. Oui. oui. Mais en France ou en Belgique, Mhm. on parlerait pas de. Quelle est la traduction canadienne?
Peuple Ici, autonome, c'est c'est peuple ça? autochtone, autochtone, mais maintenant, Bon, cette traduction, ça bouge beaucoup, là. Oui, oui, mais cette allez-y. traduction est très bonne, mais elle ne serait peut-être pas utilisée en France. On ne peut plus Mhm. parler d'indigène, hein. Maintenant, c'est un terme Non, tabou. c'est... Non. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on... je regarde comment j'ai traduit abori, là, je vais le Aboriginal trouver. Peoples Ah ben, avec un S. oui. Oui. Alors, je vois que j'ai indiqué la marque d'usage Canada, CAN point, et Mhm. j'ai utilisé peuple autochtone. Mais il est un fait que Aboriginal people, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est typiquement l'expression anglaise et canadienne. Vous ne pensez pas? Mhm. Oui, oui, c'est ce que je pense. Et on est beaucoup dans la réconciliation ici entre les nations autochtones et puis les premières. Oui, On parle beaucoup des Premières Nations actuellement parce qu'il y a oui, tout oui, un oui, enjeu politique qui est rattaché à ça, là. oui. Et puis, oui, moi, je pense qu'effectivement, c'est plus utilisé ici qu'ailleurs dans la francophonie, effectivement. Oui. C'était Alors, juste de faire ça. il y a des termes juridiques, n'est-ce pas? Mhm. Et là, il est important, si on traduit pour le Canada, d'avoir la bonne expression. Et alors, Absolument. je vois l'expression absolute discharge sous Ah, l'adjectif absolute, oui, et je absolument. vois que je propose comme traduction dispense de peine définitive, mais j'ai relevé qu'au Canada, on parle de absolution inconditionnelle. Est-ce que vous connaissez cette Ah, expression? je suis pas assez, moi, je ne connais pas. Il faudrait que je demande à un collègue qui est plus versé en juridique que Oui, moi, mais oui. c'est sûrement très juste. Je sais Ben, pas. je me suis efforcé d'indiquer les traductions typiquement canadiennes et Mhm. je fais des recherches évidemment. Mais il se peut que parfois je me sois trompé et je suis tout à fait Mais je disposé. pense que vous avez raison. Et puis, ben, c'est ça la richesse aussi de votre guide, c'est qu'on peut toucher à différents domaines de spécialité, en plus de, 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 de voir tous les co-occurrents possibles. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, et je pense qu'on avait... ah oui, c'est ça. Il y a les ajouts aussi. Vous m'avez parlé que d'une édition à l'autre, il y avait des ajouts. Et aussi, je vous ai demandé s'il y avait des retraits. Pour les ajouts, à quel pourcentage vous évaluez les ajouts d'une édition à l'autre? Ben, c'est-à-dire que la première édition que j'ai ici en main, je vois qu'elle comptait environ 430 pages. Or, la dernière édition fait presque 800 pages, vous voyez? Ou même C'est peut-être ça. Oui, oui. un peu. Et moi, 2017, c'est 810 pages que j'ai entre les Oui, mains, là. ben, vous voyez, Fait que ça j'imagine. n'a pas doublé de volume, mais quand même presque. Oui. Mais comme vous Et le disiez, les termes obsolètes, je les ai supprimés. Par exemple, j'ai supprimé Gopher, dont nous avons parlé hier. oui, hier, oui. Gopher, c'était un menu qui s'utilisait au début des années 90, au début de l'Internet, enfin, ce n'est pas le début de l'Internet, mais au début de la Mhm, popularisation de l'Internet. mhm. Mais on ne parle plus du tout de Gopher. Et les jeunes traducteurs ne savaient même probablement pas ce que c'est. Mhm, mhm. Donc, chaque fois qu'un Mais thème est... j'en ai parlé ce matin à mon mari, puis j'ai dit, Gopher, te souviens-tu que c'était utilisé parce qu'il est encore plus intéressé par l'informatique que moi? Et il dit, oui, je me rappelle dans les années 90 qu'on a entendu ça au Québec, on l'a utilisé, mais que c'est pas resté, là, c'est pas entré dans l'usage parce qu'il y avait une image rattachée à ce mot-là, c'est l'image d'un petit animal, une marmotte ou un écureuil. Oui, Ça, c'est l'image en anglais.
qui a Oui, été transposé à l'informatique oui, en anglais. Évidemment, on sait que c'est l'anglais très imagé. Et évidemment, cette image-là ne passait pas en français. oui, Nous, on a adopté le mot menu là, qui s'est imposé par après d'ailleurs. oui. Mais Gopher, c'était un menu spécifiquement fait pour le web, n'est-ce pas? C'était Mhm. très restreint d'utilisation. Et puis, le web a évolué considérablement depuis 90. Il n'y a plus de, il n'y a plus de Gopher, en tout cas. On le voit encore dans le Wikipédia. Il y a une entrée bien, bien présente en anglais dans je ne sais plus combien de langues. Il est encore Oui, vivant, mais plus de la même façon, oui, effectivement. oui. Alors, c'est ça. C'est ça. Puis, donc, aussi, le choix du titre, parce que ça aurait pu être un dictionnaire anglais-français, ou Oui, pourquoi c'est-à-dire, guide? c'est-à-dire que j'aurais pu dire dictionnaire des difficultés de la traduction d'anglais en français, mais c'était un peu Oh, long oui, c'est comme vrai. titre. Mais je crois, et puis c'était déjà pris, parce que l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, avait une sorte de lexique, n'est-ce pas, qui avait le titre que je viens de vous donner. Donc ça, c'était déjà pris. Mais ils n'ont pas été très ambitieux dans leur publication. Ils ont publié ça chez eux, dans leur... bon, et puis ça n'a eu aucun retentissement. Parce que moi, dès le début, je voulais le publier comme un véritable livre et pas comme une espèce de polycopier qu'on se repasserait les uns les autres. Je voulais un livre publié par un vrai éditeur. Mhm. Et là, quand on parle d'éditeur, comme vous me disiez hier, c'est l'éditeur qui choisit le titre, hein, c'est ça? Oui, oui. De toute façon, c'est un titre que j'ai proposé à l'éditeur et lui, il avait trouvé autre chose. Il avait trouvé le titre DICOguide, traduction anglais-français. Parce que je ne Ah, trouvais un pas ça. néologisme. Oui. Et puis il m'a dit DICOguide, c'est pris. Je ne peux pas l'utiliser. Alors Ah. on en est revenu à mon titre. Et j'en suis content parce que DICOguide, je ne trouve pas ça très heureux. Mhm. Est-ce que ça se peut, je me rappelle, mais j'avais beaucoup de professeurs quand j'étais au bac. Au bac, c'est l'équivalent de la licence, Oui. qui nous parlaient de dico, qui était un mot de français familier pour dire dictionnaire. Va chercher ça dans le dico. Est-ce que ça se peut? Je me Mais trompe? DICO, c'est un mot, une abréviation familière qui s'utilise pas mal entre traducteurs. On parle d'un DICO très Ah, couramment. Vous n'êtes pas au il doit Canada, je voir ne dans le sais pas. dico. Non, on ne l'utilise pas, mais je me rappelle que mes collègues, mes professeurs venaient de France. À l'époque, c'était le début. Quand j'ai commencé à faire mes études, c'était la langue sur les langues officielles qui venaient d'être adoptées au gouvernement fédéral. Donc, on avait besoin de beaucoup de traducteurs. On mettait en place les programmes de traduction. Donc, on a fait appel à beaucoup de gens, d'Européens pour venir nous enseigner. Et évidemment, ben, c'est comme ça que j'ai appris l'existence de ce terme-là, mais nous, on ne l'utilisait pas Ah, ben oui. cette abréviation-là. Alors, Mais c'est ça. en français de France, c'est très courant. Mais le Mhm. terme est familier, c'est un terme familier. Alors, d'où Dico Guide, On dit que on oui. jouait un peu avec les niveaux de langue hein, aussi. Hein? C'est ça, Oui, Dico qui est familier, Guide qui fait sérieux. oui, Parce que chaque mot est évocateur. Hein? Chaque mot, il n'y a pas juste le oui, mot puis le concept, mais il y a aussi oui. les Mais alors, images qui sont le mot associées. guide a donné lieu à des malentendus parce que des gens Ah, se sont imaginés que c'était une espèce de manuel de traduction. Et c'est certaines personnes vrai, me c'est l'ont vrai. reproché. Il y a eu, je me souviens d'un commentaire sur Amazon où on disait, je pensais acheter un manuel et puis je vois que c'est un dictionnaire. D'accord. Mhm. Mais de toute Mais ce manière, n'est pas un dictionnaire non plus. ben, c'est plutôt un lexique. C'est plus un lexique annoté pour les traducteurs. Moi, je dirais quelque chose comme ça, là, ce que je Oui. vois.
On a, nous, actuellement, vous connaissez Antidote, qui est le Oui. logiciel, et ils ont une section qui développe d'une année à l'autre sur les co-occurrents avec statistiques à l'appui. Eux, Ah oui. ils vont mettre une barre de défilement à côté du terme et de son co-occurrent. Et donc, il y en a, autrement dit, les co-occurrents ne sont pas classés par ordre alphabétique, mettons sous approche. Je vais avoir les co-occurrents, les verbes qui vont avec approche, mais ils vont être classés par fréquence. Et la fréquence, elle peut varier euh, d'une année à l'autre, je dirais. Je ne sais pas, je ne suis pas habituée il y avait ça en diachronie, l'étude de la terminologie sur un espace, Oui, oui, dans le temps, là. oui. Mais je ne suis pas très habile avec ça. Mais je sais, par contre, quand avec la pandémie, bon, il y a eu beaucoup de choses, la terminologie a évolué. Peut-être aussi, il y a des tournures de phrases qui ont été lexicalisées par la force des choses avec la pandémie. Oui. Donc, dans Antidote, c'est ça, c'est par fréquence. Je trouve ça des fois un petit peu difficile parce que j'ai souvent une attente. Je me dis, oh, je veux juste vérifier si c'est le bon co-occurrent. Puis des fois, il est en bas de la liste, au milieu de la liste, à travers 30 ou 40 combinaisons possibles. Mais Oui, c'est comme ça. Mm. Mais ça donne quand même, ça me dit, bon, ben ça, c'est plus ou moins utilisé actuellement. Et oui, que, ça, c'est très, très utilisé. oui. Mais Antidote a une excellente réputation. Moi, j'ai commis Oui, l'erreur ce sont. d'acheter l'équivalent d'Antidote français, qui est le Robert Correcteur. Et d'après ce qu'on me dit, Mhm. c'est moins bon. Le Robert Je Correcteur n'ai est pas moins bon utilisé. qu'Antidote. Mhm. Alors, si C'est c'était à refaire, possible. j'aurais pris Antidote. L'antidote maintenant se vend en version française et anglaise, c'est-à-dire que je l'utilise, beaucoup de mes collègues l'utilisent comme, parce qu'on a le Canada anglais qui avec Grammarly, qui était leur logiciel de correction, et Oui, Antidote a décidé de faire soutenir la concurrence. Et puis c'est oui, fantastique pour nous, les traducteurs, c'est qu'on a accès tout de suite à l'anglais dans Antidote. Alors on oui, s'évite beaucoup de recherches de cette oui. façon-là. Fait que, vous n'avez pas pensé à une collaboration avec Antidote? Je vous Oh, invite, non? ils font ce qu'ils font le mieux et moi je fais ce que je fais le mieux. Je vois C'est pas, correct. je vois pas en quoi nous pourrions collaborer parce que je suis sûr que peut-être, enfin, je n'en suis pas sûr du tout, peut-être que Antidote aimerait m'absorber, mais j'ai pas envie de me faire absorber Ah, par qui que non, ce non, non, soit. non. Absolument d'accord avec vous. Restez, on veut que ça reste comme ça, effectivement. C'est toujours le danger, hein, Oui. effectivement. Et puis, Antidote a une fonction plus normative que moi, parce que moi, j'ai une fonction Ah, principalement descriptive et mhm, secondairement normative. Tandis qu'il d'accord. me semble, je ne connais pas vraiment très bien Antidote, mais il me semble qu'ils sont plutôt normatifs que descriptifs. Ah, Je corrigez-moi si je dirais, me non, je ne trompe. suis pas d'accord. Oui, c'est ça, parce qu'avec les fréquences, c'est plus Oui. descriptif. Ah ben C'est oui. plus, je vous dirais ça. Mais Oui, ils ont effectivement une approche normative parce que nous, on est entouré d'une ère d'anglophones, donc il faut oui, qu'ici la norme soit plus présente, effectivement. oui, Exactement. Alors, vos projets en terminant, parce qu'il nous reste 5 minutes, donc vous oui, travaillez sur la prochaine édition, oui, qu'on ne sait pas quand on sait pas quand ça va paraître, on va surveiller ça. oui. Euh, donc, vous faites encore un peu, vous rajoutez des choses, vous précisez, et puis vous avez une liste justement en tête dans les premières pages de votre ouvrage de gens que vous remerciez chaleureusement. Ce sont Oui. des gens c'est pas des collaborateurs, vous me disiez, c'était Non. des gens qui ont lu vos, Voilà, c'est ça, qui ont lu une partie de l'ouvrage. Ce que j'ai fait, je ne pouvais pas demander à une seule personne de relire 450 pages, n'est-ce pas? Alors, ce que j'ai fait, oui. je suis allé sur Internet, sur différents sites et les listes de diffusion, et j'ai dit, je suis en train de faire tel et tel dictionnaire,
est-ce que ça vous intéresserait de le relire? Et Mhm. alors, des dizaines de personnes ont dit oui, ça m'intéresse. Et alors, je leur donnais à chacun une lettre. Alors, certains qui étaient disposés à travailler un peu plus, je leur donnais une deuxième lettre. Certains ont fait 3 Mhm. lettres. Et puis, voilà. Et alors, certains étaient plus intéressants que d'autres. Je veux dire, certaines, certains commentateurs étaient excellents et d'autres étaient moyens. Donc, mais enfin, j'ai remercié tout le monde, Mhm. évidemment. Mhm. Mais par exemple, je remercie plus particulièrement quelques personnes. Ah, Michel Ginguet, qui est Ginguet, oui, l'auteur du dictionnaire. malheureusement, il est décédé, euh, Ah, mais c'était l'auteur d'un dictionnaire informatique qui, exactement. vous le connaissez, son dictionnaire? Oui, 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 je l'ai utilisé beaucoup, mais on ne le retrouvait plus. Alors, c'est pour ça, je ne savais pas qu'il était décédé, là. Parce que, oui, le Ginguet. Puis aussi, l'autre Oui, problème, c'est qu'ici, comme vous dites, on est normatif plus qu'en France. On a beaucoup plus de termes qui sont de notre cru au Québec, qui ne oui, collent pas nécessairement. Mais c'était l'ouvrage, je me rappelle, dans les années 90, que je consultais en oui. informatique. Et alors, bon, il se fait que Michel Ginguet m'a écrit chez mon éditeur. Et il m'a dit, votre ouvrage, ben, c'est très bien, mais j'ai quand même quelques observations à faire. Alors, j'ai Mhm. accepté Ah ben oui, volontiers ces critiques et ouais. j'en ai tenu compte. Et il se fait qu'il m'a écrit, je ne sais pas, 8 ou 10 lettres. Et chaque fois, il traitait de 5 ou 6 problèmes qu'il avait relevés. Et bon, c'est pour ça que je remerciais tout particulièrement Hmm. Michel Ginguet. Mais alors, il y a aussi Claude Pardon. Je ne sais pas si vous connaissez Claude Pardon. Hmm, pas du tout, ça me dit rien. C'est l'auteur d'un dictionnaire également? Non, mais Claude, pardon. il est canadien. Enfin, il est né Ah, ah, belge, d'accord. mais il a pris la Oui. nationalité canadienne et il était Mhm. très ferré en terminologie juridique parce qu'il a beaucoup travaillé avec la Cour internationale Mais de voyons justice. donc, vous n'êtes pas Pardon? sérieux. Puis on connaît pas ce monsieur-là. Attendez un petit peu. Ah, mais OK, il est à l'international. Vous dites la Cour internationale, OK, De justice. Et il a de aussi justice. été à Arusha pour le tribunal international pour le Rwanda. Il est aussi allé, je Ah, mon pense, Dieu. Oui. au Cambodge, etc. C'était une espèce de voyageur, traducteur Ah, OK, je juridique. vois. Il est dans le juridictionnaire, mais il était co-auteur avec Jacques Picotte. Il est à Hein. l'Université de Moncton, au Centre de traduction et de terminologie juridique. Mais Ah le ben voilà. juridictionnaire, je le connais. Ah, ben merci, vous m'avez fait faire un lien avec un collègue Oui. canadien. OK, Mais je ne connais pas le juridictionnaire. C'est OK. dommage. Je vous enverrai le lien. Oui. C'est ça, ben, c'est ça, c'est parce que nous, vous savez qu'on a une situation particulière. On est common law et droit civil. Alors, Oui. et puis les deux sont, le common law part de la jurisprudence. Nous, on part, le droit civil part des principes. C'est pas la même façon de penser, là. Alors, Oui. puis on fait ce qu'on appelle, nous, de la transcréation en Oui. juridique, c'est-à-dire qu'il faut adopter des jurisprudences et les présenter dans la perspective du droit civil et vice-versa. Moi, je ne fais pas ça, là, j'ai des collègues qui font ça et qui sont passionnés Oui. par ça, d'ailleurs. Alors là, on est dans un autre domaine, Oui. mais Donc, c'est vraiment intéressant. j'ai mis en exergue donc certaines personnes qui ont contribué plus que d'autres. Et dans la prochaine Mhm, édition, on trouvera des termes et des exemples conçus par Jonathan Goldberg, qui est un juriste américain mhm. qui réside à Los Angeles et avec qui je corresponds depuis plus de 10 ans. Et alors lui, dans l'édition suivante, la prochaine édition, je le remercierai tout particulièrement parce qu'il a fait un travail formidable.
C'est extraordinaire. Alors, je vois que le temps file malheureusement. J'aurais juste une dernière question à vous poser. Si nous, on a on veut vous parler justement, on veut souligner on a certaines interrogations, on Oui. peut vous contacter de quelle façon? Eh bien, j'ai une boîte aux lettres électronique et l'adresse, c'est Mhm. guide traduction, en un seul mot. Donc, guide Oui. traduction, pas de trait d'union, guide traduction tout court, arobase gmail.com. Hein, ok. Alors, je répète, c'est guide de traduction. Il y a Non, non, le non, non, guide non, de non, 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 non. guide traduction. Voilà, guide OK, traduction. De toute manière, vous parfait. pouvez Arrobas, arobase gmail.com. gmail.com. Et là, je suis tout Ouais. à fait ravi de recevoir des observations sur cette boîte aux lettres. Alors, ce sera fait. Je vais transmettre l'information et je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue et elle sera disponible dans quelques minutes, le temps que Facebook traite le fichier sur D'accord. la page de Tradinter et aussi sur YouTube. Merci beaucoup, Monsieur Mertens, et au Merci plaisir. à vous. Au revoir. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.